et depuis les manifs contre le racisme. Hier, ce sont plutôt les policiers qui exprimaient leur désarroi face aux mesures Castaner. On vous avait donné d'ailleurs leur point de vue sur ce plateau, mais depuis 24 heures, ce sentiment d'avoir été stigmatisé, voire lâché par l'exécutif est relayé par les politiques. Le gouvernement s'est-il désolidarisé de ses forces de l'ordre? A-t-il lâché ses policiers sous la pression de la mobilisation antiraciste? On va ouvrir la discussion avec nos invités dans un instant. D'abord, toutes les réactions fortes du jour, c'est avec Alizé Boissin. Face aux sénateurs cet après-midi, Christophe Castaner l'affirme haut et fort. Il soutient les forces de l'ordre. J'ai l'honneur d'être le premier défenseur des flics de France. J'ai l'honneur d'être ce défenseur parce que je sais leur engagement. Je sais leur engagement quotidien, permanent. Je sais leur sens de l'éthique collective. Et c'est parce que je suis le premier défenseur des flics de France que je porte, monsieur le sénateur, cette exigence d'exemplarité. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur a donné des gages aux manifestants antiracistes et contre les violences policières. Il a promis la suspension des fonctionnaires en cas de soupçon avéré de racisme. Le ministre a également annoncé la fin de la clé d'étranglement comme technique d'interpellation. En réaction à ces annonces, les syndicats se disent lâchés par le ministre et appellent à une grève des interpellations. Du côté de la droite, on accuse l'État de fléchir. Cette acrobatie sémantique de préjugés avérés qui va livrer nos policiers, nos gendarmes à la présomption de culpabilité, c'est évidemment la présomption d'innocence qui est défigurée. Alors oui, nous devons être intraitables avec et contre le racisme. Vous avez raison. Mais sans tomber dans les pièges de ceux qui nous tentent, qui veulent communautariser la France, qui veulent désigner notre pays comme éternellement coupable. Monsieur le Premier ministre, les policiers et les gendarmes sont notre bouclier. Dans l'hémicycle, le chef du gouvernement a cherché à calmer la polémique. Mais je ne veux pas, Madame la Présidente, que la peur change de camp. Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend. Parce que si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion, et l'émotion est légitime, et elle est grande, et elle est partagée, mais si nous acceptons cette facilité, alors c'est un basculement de la République qui intervient. Ce week-end, de nouvelles manifestations antiracistes et contre les violences policières sont prévues en France. Avec nous pour le match des idées ce soir, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Et William Tay, bienvenue à vous également. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Merci à tous les deux d'être ici. Le gouvernement, je sais que la question est un peu provocante, mais ce gouvernement a-t-il lâché les forces de l'ordre sous la pression de la mobilisation des mouvements antiracistes? On a entendu Bruno Retailleau très remonté. C'est clairement la question qu'il pose. D'ailleurs, il ne la pose même pas, il l'affirme. Si vous avez entendu M. Retailleau, vous avez aussi entendu Laurent Nunez, qui a réaffirmé bien évidemment qu'il y avait un soutien aux forces de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'on prend des dispositions pour répondre à une demande légitime ou à une émotion légitime, pour reprendre les termes du Premier ministre, qu'on lâche les forces de l'ordre. Alors il est vrai que je pense que ça s'est fait un peu dans la précipitation, mais la dramatisation qui est en train de se faire à l'occasion de cette conjonction un peu inadéquate entre ce qui se passe avec l'affaire Traoré et ce qui se passe avec Floyd nécessitait que ça se calme. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Enfin, je veux dire, le déconfinement est suffisamment pénible à vivre pour tout le monde. La crise est suffisamment compliquée à gérer pour tout le monde. On fait face en plus à une espèce de désobéissance civile généralisée, puisque des manifestations interdites montrent que l'État n'a plus autorité pour pouvoir les interdire. Bref, si on ne calme pas le jeu, ça peut dégénérer. Donc je pense que c'était normal qu'on essaie de calmer le jeu. Maintenant, il faut rééquilibrer les discours. C'est un système d'équilibrisme qui est extrêmement compliqué, parce que par ailleurs, s'il n'avait rien fait, c'était désigné comme étant on laisse faire les violences policières, et dans l'ambiance actuelle, ça pouvait faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre des dispositions, aussi imparfaites soient-elles, on pourrait y revenir, et puis faire en sorte derrière de calmer le jeu. Mais écoutez aussi Laurent Nunez, écoutez le Premier ministre, il ne s'agit pas de faire en sorte que la peur change de camp. Le gouvernement devait faire quelque chose, devait dire quelque chose, William Tay? Pas forcément, mais il y a une forme de continuité depuis le début du confinement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur un sujet, on a une première annonce du président de la République, du Premier ministre ou d'un ministre qui est tout de suite contredite ou rectifiée une semaine ou 2 jours plus tard par quelqu'un d'autre. Il y a Christophe Castaner qui dit globalement qu'il y a une forme de présomption. Ça veut dire que tous les actes ou les présupposés actes seront sanctionnés. Si on prend juste cette déclaration, il lâche la police très clairement. Et il n'est plus dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Si on prend les déclarations du Premier ministre, là par contre, on revient à une position qui est beaucoup plus sensée, beaucoup plus d'équilibre. Oui, il faut combattre le racisme dans l'administration publique et dans la police. Par contre, il ne faut pas que la peur, comme il l'a dit, la peur change de camp. Et justement, on le voit dans ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en France. Il ne faut pas oublier que pendant
pendant le confinement, on a eu des actes à Villeneuve-la-Garenne où il y a eu des affrontements entre des émeutes, entre des jeunes et la police. Et globalement, la police, dans certains territoires, est en difficulté. Donc il faut plutôt donner plus de moyens à la police. Et globalement, la police a plutôt bien servi et bien protégé le gouvernement, notamment pendant les Gilets jaunes. Si on arrive en septembre avec de nouvelles manifestations sociales et que Christophe Castaner lâche la police, qu'est-ce qui peut se passer d'ici septembre? Est-ce qu'on retrouverait de nouveaux actes de triomphe? Est-ce qu'on retrouverait de nouvelles scènes d'émeutes avec une police mécontente et globalement de nouveaux mouvements sociaux qui provoquent de nouveaux troubles? C'est des questions qui se posent, qui sont légitimes, à la fois tactiquement et sur les questions de principe et de valeur de la République française. Christophe Castaner s'est trompé, même s'il a été rattrapé encore une fois, et c'est le cas pendant toute la crise, par son Premier ministre. Alors, vous avez tout à fait raison d'être attaché aux mots. On est très attaché aux mots ici aussi dans la LPL. Donc, on va les voir ensemble, ces mots, parce que dans cette affaire, Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole publiquement sur ce sujet précisément. Mais Sibeth Ndiaye a cité le chef de l'État tout à l'heure lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Et voilà ce qu'il a dit, d'après Sibeth Ndiaye, sur le racisme, je le cite, « une trahison de l'universalisme républicain, une maladie qui touche toute la société ». Sur les policiers, le chef de l'État nous dit « il ne faut pas céder aux amalgames réducteurs, ni à une protection coupable ». On sait aussi qu'Emmanuel Macron a pressé son gouvernement d'agir pour plus de déontologie dans les méthodes policières. Résultat, lundi, Christophe Castaner nous dit cela. Aucun accroc à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Christophe Castaner lundi et maintenant écoutez Édouard Philippe mardi. Nous leur devons respect et confiance. Et parce que nous devons avoir respect et confiance à des femmes et des hommes qui s'engagent dans des missions redoutablement difficiles et essentielles, nous avons également un devoir d'exigence vis-à-vis d'elles. Éric Delannoy, beaucoup disent qu'avec ces mots, le gouvernement a finalement entériné l'idée selon laquelle la police serait raciste. Moi, je ne pense pas. Encore une fois, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une maladie qui est extrêmement forte aujourd'hui et de plus en plus, à vrai dire, c'est qu'on isole les phrases pour en faire des comportements. Il ne faut pas isoler les phrases pour en faire des comportements qui, et individuellement, peuvent effectivement prêter à confusion. Il faut regarder une intervention globale. L'intervention globale, c'est la mise en acte de moi, ce que j'ai toujours apprécié chez Emmanuel Macron, le « en même temps ». Je pense qu'en même temps, et je vais revenir quand même sur ce que je considère personnellement être une maladresse de Castaner. Mais le « en même temps », c'est à la fois de dire il ne faut rien laisser passer, qui est interprété quand on l'isole par « je lâche la police », avec il faut respecter ceux qui font respecter l'ordre. Et puis en plus, par ailleurs, il ne faut pas les lâcher parce que si on fait changer la peur de camp, ça peut devenir une catastrophe. Quand on prend dans sa globalité, c'est bien ce en même temps qu'il faut réussir à faire parce que c'est un jeu d'équilibriste. En revanche, là où c'est très compliqué et là où ce qu'on peut reprocher à M. Castaner, au ministre de l'Intérieur, c'est d'utiliser des mots trop imprécis qui donnent lieu et qui peuvent immédiatement avoir des conséquences quasiment pénales. Le soupçon avéré est quelque chose qui est très difficile à factualiser en droit. Et donc, jette l'opprobre potentiellement sur pas mal d'actes, en fait. Soit il y a un soupçon, il est avéré au sens où il est démontré, pas avéré, mais démontré. Et dans ce cas-là, il y aura procédure. Et cette procédure-là, moi, je fais confiance au ministre de l'Intérieur pour la conduire, à l'IGPN, dont on ne peut pas dire que c'est une instance qui ne... On y viendra. Donc, mais en revanche, il est nécessaire, effectivement, d'avoir des mots beaucoup plus précis que ça. Je ne remets pas en cause l'esprit des déclarations. Elles se complètent et elles donnent un état d'esprit global qui me vont bien. En revanche, effectivement, je pense qu'il y a des termes qui auraient pu être employés plutôt que d'autres. Les mots, toujours les mots, c'est effectivement ce sur quoi ont appuyé les oppositions. Je vous cite juste le tweet de Bruno Retailleau. En inventant le concept de soupçon avéré de racisme, Christophe Castaner crée de fait une présomption de culpabilité pour les policiers. C'est une lâcheté sémantique et politique de la part du ministre de l'Intérieur qui devrait défendre ses troupes. Je me dis qu'il ne les écrit pas tout seul, ces textes, Christophe Castaner, et ces discours. Soupçon avéré de racisme, ça a été réfléchi, c'est dit, j'imagine, volontairement, consciemment. Moi, ma théorie, c'est qu'à chaque fois, on l'a vu depuis le début du confinement, c'est qu'à chaque fois, ils font un ballon d'essai, ils font un test, et puis ensuite, si le ballon d'essai ne prend pas, ils reviennent dessus dans un sens ou dans un autre. Donc c'est peut-être un test. Pour moi, ça a été un test pour essayer de calmer et de réattirer globalement, faire de la récupération politique en faveur de toutes les manifestations qu'on voit depuis quelques jours.
Et ensuite, après, globalement, ça n'a pas marché parce qu'ils ont perdu. Ils ont essayé de faire du en même temps, mais ils ont plutôt fait du nini. Ils ont perdu des deux côtés, en fait. Ils ont perdu à la fois parce que la famille Traoré a refusé de rencontrer la ministre de la Justice, et de l'autre côté, ils ont perdu du côté de la police. Et globalement, c'est ce qu'on voit depuis à peu près 2-3 semaines où il y a un changement chez La République En Marche au sein du gouvernement. C'est que d'habitude, ils arrivaient à avoir le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Là, ils perdent des deux côtés. Ils perdent des deux côtés, très clairement. Et sur cette déclaration, moi, je pense que Christophe Castaner savait ce qu'il faisait. Il est entouré d'un cabinet, d'une administration. Globalement, quand il fait une déclaration comme celle-ci, elle est relue, elle est pesée. Chaque mot sont pesés. On sait tous comment ça fonctionne dans les administrations publiques et au sein d'un cabinet ministériel. Donc, il savait très bien ce qu'il disait et c'était sa volonté de le faire. Et ensuite, face au lever de bouclier, le Premier ministre a dû réagir pour calmer la tempête et pour calmer l'administration policière et la police. Et c'est pour ça qu'on a changé. On a eu des déclarations contradictoires avec Laurent Nunez et le Premier ministre. Et il a eu une autre maladresse, et je vous laisse répondre dans un instant. C'est effectivement vers l'IGPN, vous l'avez dit d'un mot, il y en a une qui les a très mal vécues. C'est Brigitte Julien, qui est la patronne de l'IGPN, que le ministre voudrait rendre plus indépendante. Critiquer l'IGPN aujourd'hui, c'est faire injure à leur professionnalisme et leur éthique. Je ne laisserai pas salir leur honneur. Là aussi, une maladresse, Éric Delannoy ? Non, moi je suis désolé, mais je ne pense pas que quiconque délivre une vérité quand il parle. Peut-être que c'est pensé politiquement et que tout est pesé au millimètre. Moi je pense que le débat est sain, est important. Je veux dire, qu'on prétende que le l'IGPN est complètement indépendante, c'est de montrer que ce soit une institution parfaite. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. Aucune institution n'est parfaite. Donc là, il jette un pavé dans la mare et il a raison. Il a raison de, comment dirais-je, pas de mettre en cause, mais en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'on s'interroge sur l'efficacité d'une institution qui est destinée à juger une autre institution. Donc je veux dire, en quoi il y a une insulte à essayer d'interroger une institution ? Je veux dire, à chaque fois qu'on délivre une interrogation, ça devient une insulte aujourd'hui. Une attaque. Une attaque, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas d'insulte à vouloir se dire qu'on souhaite qu'une institution soit indépendante. Je pense que tout le monde devrait s'en réjouir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Ça veut dire qu'on peut toujours s'améliorer. On est dans un processus d'amélioration continue. Alors effectivement, les mots sont pesés, etc. Il peut y avoir des intentions politiques derrière. Mais moi, je suis désolé, ça s'inscrit encore une fois dans un corpus global de communication qui ménage les deux côtés. Quand on parle du fait de ne pas recevoir la famille Traoré, là encore, je veux dire, on n'est pas dans la justice de la rue. Oui, mais est-ce que le en même temps ne finit pas par insatisfaire tout le monde finalement ? Mais on veut satisfaire tout le monde et c'est exactement l'inverse qui se produit depuis 2 ans. De mon point de vue, ça ne finit pas par insatisfaire tout le monde, ça finit par donner l'opportunité politique à attaquer systématiquement. C'est-à-dire que comme le en même temps ne donne jamais de certitude, ne donne jamais de réponse définitive, elle est forcément, quand on le prend, non pas dans sa globalité, mais de manière parcellaire, elle est forcément attaquable. Mais on sait bien que les oppositions joueront ce jeu-là. Mais oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à gérer la complexité du réel. Qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire autrement. On verra le jour où il y aura les populismes au pouvoir que de ne pas gérer la complexité du réel est bien plus compliquée et désastreuse qu'est d'essayer de s'en sortir en acceptant le débat, voire les attaques. William T. Non, le problème du en même temps et la rupture du quinquennat qui est arrivée au moment, globalement, avec la réforme des retraites et la crise du coronavirus. Ce n'est pas les discours, même si les discours sont imparfaits, c'est surtout le problème du passage à l'acte. Que la population reproche à Emmanuel Macron. Quand on a une crise sanitaire et que globalement notre système de santé français est moins efficace que le système de santé allemand avec le même niveau de dépenses par habitant, c'est qu'il y a un problème dans la gestion de l'administration publique. Quand notre économie est globalement moins efficace et a un taux d'activité inférieur à celui de l'Allemagne, c'est que globalement des choses n'ont pas été efficientes. Et c'est le gouvernement qui est responsable, même s'il n'est pas responsable de tout. Il est en tout cas responsable de la période 2017-2020 parce qu'il est actuellement en responsabilité. Sur la question de l'ordre public, quand on interdit les manifestations à plus de 10 personnes et qu'on autorise un rassemblement à 20 000 personnes, c'est que l'état de droit n'est pas respecté en France. Et ça veut dire que des gens peuvent se dire que globalement, la loi ne s'applique pas pour tout le monde et qu'on n'est pas dans un État qui obéit au principe de la Déclaration des droits de l'homme et avec tous les citoyens égaux en droit. Ce n'est plus le cas en France. Tout le monde le sait parce qu'il y a des territoires qui sont différents dans l'application de droits et c'est globalement ce qui se passe entre les métropoles et les banlieues. Alors élargissons un peu et sortons de France. Cette affaire Floyd a des conséquences partout dans le monde. Certaines d'entre elles peuvent poser question et c'est là-dessus que je voudrais aussi vous interroger. En Belgique, à Anvers, on a déboulonné la statue de Léopold II, le roi des Belges. Il va partir au musée local où un texte expliquera les ravages humains de son règne en Afrique. Autre nouvelle surprenante, et on va lire ensemble le tweet de Laurent Saïm qu'il a annoncé ce matin. Autant on emporte le vent aussi dans l'affaire Floyd, le film est supprimé temporairement par HBO Max en streaming en raison de certaines allusions vues comme racistes. Précision ensuite de Thomas Negaroff, il travaille juste à proposer en amont
amont une contextualisation du film. L'œuvre de la romancière américaine Margaret Mitchell, dont la traduction était aussi retravaillée depuis 1 an, notamment pour revoir la façon dont les Noirs y parlaient, très caricatural, sans les sons R par exemple, c'était bien avant l'affaire Floyd. Et enfin, dans un autre registre, vous allez rire, on apprend aussi que Martha Kaufman, la créatrice de Friends, présente ses excuses pour le manque de diversité dans la série. Est-ce qu'on est en train de réécrire l'histoire à la lumière de cette affaire Floyd, William Tay? Oui, je pense, et c'est le drame du XXIe siècle. C'est un peu ce que Marcel Gauchet décrivait dans Le Désenchantement du monde. C'est la perte du sacré, c'est la perte de nos repères en fait qu'on traverse. C'est un mouvement qui globalement arrive à partir des années 60-80, lorsqu'on a tué la figure du père du général de Gaulle. On a commencé à se renier globalement dans toutes les sociétés occidentales. On a commencé à passer d'une société en gros post-moderne. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passait avant les années 60 et avant la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Ou était mal. Tout était mauvais, on passe tout de suite dans une nouvelle ère. C'est un peu, c'est la fin de l'histoire, on entre dans une nouvelle histoire. Vous disiez tout à l'heure que globalement une déclaration doit être prise dans sa complexité et dans sa globalité. Il faut également qu'elle soit prise dans son contexte. Un film a été tourné, Autant emporte le vent, à une certaine époque, et il retrace une certaine époque. Quand on prend Léopold II, son action a été menée à une certaine époque où les mœurs n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça que l'histoire et l'éducation sont importantes. Globalement, les deux crises qu'on traverse, la postmodernité, est liée à la crise qu'on traverse globalement dans l'éducation. On voit globalement que le niveau dans l'éducation, notamment sur les fondamentaux mathématiques, langue natale et histoire, ne sont plus enseignés dans le primaire et dans le secondaire. On perd des heures dessus et globalement l'histoire même au sein de l'école est remaniée et retravaillée dans son enseignement. D'autres images nous viennent de Grande-Bretagne, Éric Delannoy. Regardons ensemble la statue d'Edward Colston, un marchand d'esclaves britannique du XVIIe siècle, regardez, qui a été mise à bas et jetée dans un canal dimanche lors d'une manifestation contre le racisme à Bristol. Le maire de la ville a indiqué vouloir la remettre au musée plutôt que la réinstaller. Le mouvement est mondial. Alors le mouvement est mondial, même si, à titre personnel, je ne mettrais pas sur le même plan la critique d'un Autant emporte le vent que le déboulonnage de statues. Pourquoi ? Parce que quand on est sur une œuvre, comme Autant emporte le vent, je suis parfaitement d'accord sur le fait que, d'ailleurs, c'est même pas servir les intentions de ceux qui font ça que de jouer la censure. Pourquoi ? Parce que, finalement, en niant l'histoire, on s'interdit de la juger. Et donc ça, c'est absurde. En revanche, une statue, c'est pas du tout pareil. Une statue, c'est honorer un homme, honorer une mémoire et la proposer au référentiel comme un référentiel culturel à l'ensemble de la population. Et donc, je peux comprendre qu'un marchand d'esclaves qui a sa statue à Londres puisse choquer parce que ça a représenté à une époque peut-être une modernité ou quelque chose qui était défendable, etc. etc. C'est plus le cas aujourd'hui. On peut penser, et c'est même certain, que dans la culture britannique, il y a des grands hommes qui peuvent servir de référentiel culturel pour la Grande-Bretagne, qu'on a envie de faire émerger et de montrer au peuple qui ne soit pas un marchand d'esclaves. Donc, ça veut dire qu'alors là, on touche aussi au nom de rue et on fait un grand ménage, quoi. On peut faire un grand ménage. Enfin, moi, à titre personnel, je peux être choqué du fait que l'ensemble des points de passage ou des points de référence culturelle que l'on voit sont toujours des batailles. Enfin, je veux dire, moi, j'aimerais bien plus souvent voir. Alors, c'est pas peut-être, j'exagère peut-être là-dessus, mais en tout cas, j'ai plus vu des généraux que des pasteurs ou des chercheurs ou des personnes qui ont fait le bien de l'humanité. Enfin, j'imaginerais, alors même s'il n'est pas français, j'imaginerais bien que les grands chercheurs... On n'est pas dans une étape de construction, on est plutôt dans une étape de déconstruction de notre histoire. On a honte de notre histoire et de notre passé. Il ne s'agit pas d'avoir honte, en fait. Globalement, quand vous parlez de crise mondiale, c'est plutôt une crise des sociétés occidentales, en fait. Ça ne touche pas la Chine, ça ne touche pas le Japon, ça ne touche pas les pays d'Asie, du Moyen-Orient. Ce qui se passe globalement, c'est comme on est en perte de repères, on a du mal à se définir à la fois comme nation et comme citoyen, on cherche à chaque fois à se réinterroger. Mais plutôt que se réinterroger, il faut se projeter de l'avant, être fier de notre histoire, que ce soit la bonne ou la mauvaise, mais qu'importe, c'est notre histoire. C'est comme si on interrogeait sur le sens de nos parents, en fait. Nous dire, les parents, globalement, et c'est ça la question. Ils n'ont pas toujours été bons, ils ont fait des bêtises, alors on les rejette. On n'a pas rejeté nos parents. Il y a un lien paternel et il y a un lien filial. Et c'est pareil, comme citoyens, on a un lien filial avec ceux qui nous sont précédés, ceux qui ont écrit l'histoire de France pendant 1000 ans. Moi, je fais la différence entre déboulonner une statue pour la mettre au musée, ce qui me va bien, que de déboulonner une statue pour la détruire, ce qui ne me va pas bien. Enfin, en termes d'attitude, c'est pas du tout la même attitude. Il ne s'agit pas pour moi de nier l'histoire, de la déconstruire ou de la salir ou de la renier.
Enfin, on peut assumer mais le ceux passé. qui n'ont pas un passé très Mais- glorieux, disons, les mettre plutôt au musée en que dans fait, la rue. moi, je préfère, dans la construction des référentiels, valoriser ce qu'il y a de bien, de positif, de mettre en évidence les lumières. Les lumières qui, aujourd'hui, quand même, sont très, très, très fortement mises à mal. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans la population française, beaucoup de personnes soient capables de citer des personnes qui ont participé au mouvement des Lumières. Et je préférais qu'on connaisse les personnes qui ont participé au mouvement des Lumières que ceux qui ont gagné les batailles. Allez, on sort de l'affaire Floyd pour évoquer avec vous un dernier sujet qui fâche pas mal de sénateurs. Ce qui les fâche, c'est cette commission que le gouvernement veut créer sur la gestion de la crise sanitaire. Il existe déjà 2 commissions d'enquête, celle de l'Assemblée et celle du Sénat, qui sera d'ailleurs présidée par Alain Milon, le président de la commission des affaires sociales, qui n'a pas caché sa colère, son agacement ce matin sur notre plateau dans Bonjour chez vous. C'est faire fi de l'indépendance du Parlement et c'est faire fi de la démocratie. A priori, elle ne doit pas être mise en place. Le Parlement est libre. Le Parlement, il y a l'Assemblée nationale qui a sa propre commission d'enquête, le Sénat qui a la sienne. Il me semble que c'est largement suffisant. En tout cas, la Constitution avait prévu la liberté des parlementaires sur le sujet. Je pense que... Et elle est bafouée pour vous ? Pardon ? Elle est bafouée, la liberté des parlementaires ? Par une décision de ce type-là, si elle était prise, oui. Oui, carrément. Ça, c'est un point important. C'est un geste antidémocratique de première grandeur et c'est un geste extrêmement surprenant de la part d'un président de la République. Éric Delannoy, les termes sont forts. La colère est grande au Sénat contre cette commission dite indépendante, créée par l'exécutif. Ça vous semble cohérent, logique, une bonne idée ? Non, à titre personnel, je trouve que ces personnes, à chaque fois qu'ils se sentent de déposséder d'un pouvoir, sont en colère, on peut les comprendre. Maintenant, j'entends de l'autre côté également sourde une autre colère qui est de dire le Parlement, en fait, il n'est pas indépendant. Le Parlement, il est à majorité absolue du côté du président de la République. Donc on peut mettre en cause le fait qu'il puisse être indépendant. Donc que le président souhaite mettre en place une commission d'experts qui vont avoir la compétence dans une délibération indépendante pour compléter potentiellement ce qui sera fait dans les assemblées, je ne vois pas en quoi c'est antidémocratique. On va voir comment va se faire la nomination de cette commission. C'est là où va se jouer le Vous avez vu caractère. ce qu'on dit à droite, Éric Ciotti qui dit Emmanuel Macron va enquêter lui-même sur lui-même. Le résultat sera plus sûr comme Éric ça. Ciotti est habitué des Non mais voyez la situations logique, c'est-à-dire en fait créer une commission qui va enquêter sur ce que vous avez vous-même fait. Ben oui, mais si c'est des acteurs indépendants, ce qui est important, encore une fois, c'est la composition de cette commission. Comment être sûr de cette indépendance ? Ah bah oui, mais alors ça, en tout cas, on peut être, en fonction des personnalités qui seront choisies, ça peut potentiellement être plus indépendant qu'une assemblée dont on dit, de toute façon, elle est à la botte d'Emmanuel Macron. Donc, je veux dire, c'est... Ou d'un Moi, Sénat qui ne l'est je pas. suis très surpris d'avoir cette espèce d'émergence de polémique, pardon l'expression, à 2 balles, qui a partout en ce moment. Enfin, c'est quand même incroyable, cette histoire-là. Hein. Enfin, je veux dire, on a vraiment autre chose à faire par rapport à ce qui nous attend et ce qu'on est en train de vivre. C'est comme si l'opposition n'avait rien d'autre à faire. J'aurais bien aimé qu'elle soit plutôt force de proposition à l'époque. Enfin, je ne les ai pas entendus beaucoup non plus pour prendre les responsabilités quand ils auraient dû le faire. Je pense que les oppositions proposaient des solutions, mais ce n'est pas le sujet. Très peu. En tout cas, là, elles vont travailler à voir ce qui a mal fonctionné dans cette crise. Et ça les agace que l'exécutif s'en mêle aussi. Facile. Il y a 2 points sur la question de la commission indépendante en l'espèce. Monsieur a raison. Si on prend le cas de l'Assemblée nationale, on a un point de comparaison, c'est la question de l'affaire Benalla. On a vu qu'en fait le Sénat était plutôt efficace et opérait une commission d'enquête qui était plutôt efficace, qui a été reconnue, et la commission de l'Assemblée nationale qui était plutôt décriée, notamment menée par Yael Braun-Pivet, qui a été plutôt décriée à la fois. Qui a capoté, on peut le dire. Qui a capoté, c'était pas très très efficace. C'est pour ça que la question, c'est la question des modalités en fait. Quels sont les pouvoirs d'enquête ? Quelles sont les personnes qui sont nommées, et ensuite c'est à ce moment-là qu'on pourra savoir si la commission sera véritablement indépendante ou pas. Le deuxième point par contre, où c'est beaucoup plus problématique, c'est la question du respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. Globalement, ce qu'on a mis en place avec la Ve République, c'est que le gouvernement a une meilleure latitude, on parle de parlementarisme rationalisé. Par contre, en contrepartie, le Parlement, avec différentes réformes constitutionnelles, s'est fait renforcer à la fois les questions de commission de contrôle, notamment avec l'augmentation des compétences de la commission des finances et les pouvoirs de commission d'enquête. Si on met à mal le peu de pouvoir qui reste au Parlement, on se pose la question de l'utilité du Parlement au sens global. Parce que comme le président de la République a toujours une majorité à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale a un pouvoir décisionnaire plus fort que celui du Sénat, se posera la question de l'utilité du Parlement, et on peut voir éventuellement à long terme, et c'est peut-être une question de perspective, est-ce que Emmanuel Macron va poser une question, comme il l'avait promis, de révision des institutions et notamment du rôle du Parlement. Patrick Kanner pose cette question, président du groupe socialiste au Sénat, il nous dit c'est un mépris pour le Parlement et le signe que le président de la République doute de l'impartialité du travail à venir des commissions d'enquête.
Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit monsieur. Je suis assez d'accord sur le fait que par le passé, ça a montré son inefficacité. Je pense que la polarisation politique qui a lieu à la suite du quinquennat versus septennat a fait que le Parlement, finalement, pardon, mais il ne sert pas à grand-chose. Donc, malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est une caisse enregistreuse. Et à ce titre-là, il faut inventer des mécanismes un peu plus novateurs, dont il faut effectivement regarder les modalités pour s'assurer de l'impartialité. Moi, je ne serais pas choqué que ce soit des sénateurs, des parlementaires qui aident à définir les personnalités, qui aient rendu public les cursus des personnes qui sont dans ces... Effectivement, les modalités vont être très importantes, mais je pense que c'est plutôt un acte pour dire aujourd'hui les institutions ne fonctionnent pas de manière optimale. Et il faut la seule manière de redonner confiance aux Français en la politique, c'est de permettre de pouvoir avoir à la fois une transparence, mais à la fois aussi des modalités de jugement qui soient impartiaux, le plus impartiaux possible, parce que je ne pense pas non plus là, que en ce domaine, on puisse avoir l'excellence n'existant pas. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées, d'avoir participé à cette émission exceptionnellement. Demain, je ne serai pas aux commandes d'Allons plus loin. À ma place, ce sera ma collègue Tam Tranui qui fera très bien les choses. En revanche, vous retrouvez bien Oriane Mancini demain dans Bonjour chez vous à 7h30. Son invité politique sera Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Très très bonne soirée sur Public Sénat.